le chat de démarrage, le Teams de démarrage pour ce module 5 qui est relatif au coût et au financement de l'éducation. Donc, en attendant que d'autres collègues nous rejoignent, on peut commencer déjà à discuter entre nous des questions de compréhension que vous avez. Et n'hésitez surtout pas à poser les questions, quelles qu'elles soient. Le but étant que je puisse apporter un éclairage à tout ce qui pourrait paraître imprécis ou pas suffisamment détaillé dans le document. Donc, je vais vous laisser la parole à tour de rôle. Je propose que si Doumbia, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Si quelqu'un n'a pas la parole, il peut juste couper son micro. Et on va essayer de progresser de cette manière-là. Alors, Donatien, Loukou, Doumbia, Théophile, Yaya, quelles sont vos préoccupations à l'entame de ce module numéro 5? Bonjour. Bonjour Mariama. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis donc là pour vous écouter, prendre des questions, apporter des réponses, poser aussi des questions si vous n'avez pas de questions. Je vois que Salimata est en train de nous rejoindre. Bonjour Salimata. Bonjour Salimata. Ton micro est coupé. Comment ça va? Comment ça va, mon chef? Ça va bien. Bien, bonjour, chers auditeurs. Ça fait un bail. Très bien. Mariama, vous avez des questions pour nous ou pas? Moi, j'ai des questions. On a la chance d'avoir Salimata avec nous. Mm. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, on va donc commencer avec toi. Une question sur le contenu, c'est une question de ce module-là. Donc, je comprends, il y a un volet qu'on fait en ligne. Est-ce que ça, c'est plus théorique? Et puis après, lors du regroupement, bon, c'est pas théorique parce qu'il y a des exercices. Lors du regroupement, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, donc, pour ce module, il y a comme pour tous les autres modules, un document support de cours, le narratif du module 5. Il y a des exercices, comme vous le savez aussi. Et parmi ces exercices, il y a un qui nécessite d'aller un peu plus en profondeur sur le modèle de simulation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on profite du deuxième regroupement pour expliquer un peu mieux aux apprenants la philosophie du modèle de simulation, comment on fait les manipulations du modèle de simulation et comment on peut l'utiliser pour définir des scénarios, construire des politiques éducatives. Donc, oui, vous avez une partie à distance là, une autre où on va essayer d'aller un peu plus loin sur la maîtrise du modèle de simulation et la définition des politiques, des scénarios, ainsi de suite. Voilà. Salimata, je ne sais pas si tu veux compléter ce que j'ai déjà dit. Je pense que vous l'avez déjà bien dit. Je pense que dans le module 5, il y a des aspects que pour les faire à distance, ça pose un problème de pratique. Je pense que ce regroupement vous permettra de mieux maîtriser comment on élabore les modèles de simulation, mais aussi comment on les manipule, comment élaborer des scénarios, etc. Et c'est des choses en le faisant à distance, ça peut poser des problèmes, d'autant plus que déjà les autres aspects, généralement les auditeurs ont du mal à comprendre.
Donc, je pense qu'avec ce regroupement, ça vous permettra au moins d'avoir une certaine maîtrise de comment on manipule, comment on élabore, comment on manipule les modèles de simulation. Voilà, et comment élaborer des scénarios et quels sont les enjeux pour faire les scénarios, etc. Voilà, en fait, c'est ça l'objet du regroupement sur le modèle de simulation, sur le modèle 5. OK, merci. D'autres questions, Mariama? Oui, peut-être au niveau de la page 18 du document complet du cours. Page 18. Oui, qu'est-ce que ça dit? Ben, la dernière phrase où on dit on peut, pour des raisons de lisibilité, préférer une présentation du PIB en volume au prix de 2015. Parce que bon, plus haut, on avait fait, on s'était référé à 2009 ou de n'importe quelle autre année de la série considérée. Le nouvel indice se déduit aisément en divisant celui-ci par la valeur de l'indice de l'année choisie. Bon. Pour le 2009, ça va, c'est clair, mais pour le fait d'y aller avec une autre année, c'est un peu plus compliqué. OK. Donc, vous avez une série de PIB qui varie de 2009 à 2015. On a le PIB en valeur. On a les indices de prix. On a calculé le PIB en volume. D'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque? Au prix de 2009, on va se rendre compte que le PIB en volume en 2009 est égal au PIB en valeur en 2009. Ça, c'est normal parce que nous sommes à l'année de base. On est bien d'accord. Maintenant, vous dites que si on rapporte le PIB, si on utilise comme année de base 2015, vous ne comprenez pas bien. Oui, le tableau, je pense qu'il est mis après, là, la page 19. OK. Oui, en quittant le bas, là. Parce que cette fois-ci, on a mis le 100 à la page 19, le premier tableau. Puis, bon, on remonte un peu, là. J'ai un peu plus de mal à reconstituer ces chiffres-là. Est-ce que vous savez comment on passe du PIB en valeur au PIB en volume? Oui. Comment on fait ça? Alors, normalement, on calcule l'indice de prix. Qui est égal à quoi? Bon, pour la première année, ça va être 100. Et puis, bon, la deuxième année, on utilisera les taux d'inflation, c'est-à-dire on fera le produit entre 100 et puis le taux d'inflation. Pour l'année 2010, comme ça a été fait au niveau du tableau page 18 là, parce que le 110,2 a été obtenu en multipliant 100 fois 1,102. Puis après, au niveau de la ligne 2011, on a fait 110,2 multiplié par 1,122. Ce qui a donné normalement 123,6, etc. Donc ça, c'est la façon pour 2009, si on va du haut vers le bas. Mais en faisant l'inverse, en quittant 2015 pour remonter. Alors, si je veux par exemple calculer l'indice de prix en 2010, pardon, en 2011, comment je fais? En considérant le 2015? Non, 2009 comme année de base toujours. Mais je vais calculer l'indice de prix en 2011. Mais je calcule celui de 2010 d'abord, après je calcule celui de 2011. Donc, en fait, il y a un effet cumulé de 2011 par rapport à 2010 et 2009. Oui. N'est-ce pas? Donc, Oui. de la même manière que tu as calculé l'indice de prix en considérant 2009 comme année de base, de cette même manière-là, on peut calculer l'indice de prix en considérant 2015 comme année de base.
Sauf qu'en 2015, ça va être égal à 100. En 2014, il faut tenir compte de l'indice de prix. D'accord? En 2013, il faut tenir compte de l'indice de prix en 2015 et en 2014, et ainsi de suite à reculant. Donc, tu as un nouvel indice de prix avec 2015 comme année de référence. Et à partir de ce moment, tu peux déduire l'indice le PIB en volume de 2015 comme année de base. Je ne sais pas si tu souhaites que je présente ça à l'écran. Attendez, je vais voir. Parce que là, le 95,5, par exemple, c'est comment on l'a obtenu? En considérant l'indice de prix 100 et en considérant le taux d'inflation. Je vais essayer de copier le tableau dans un fichier Excel. Okay. Et je vais projeter mon écran. Comme ça va être plus simple. C'est le premier tableau. Vous voyez mon écran? Oui, oui, moi je vois. C'est pas trop petit, j'espère. J'essaie d'agrandir si, un peu. Quand même. C'est petit quand même. Ok. Bon, donc on est là pour le moment. Ça, c'est le taux d'inflation, n'est-ce pas? Et l'indice de prix, en 2009, il est égal à 100. En 2000, je vais jeter une colonne. Donc là, on a 100. En 2010, il est égal à quoi? Vous connaissez la formule? Oh, non. Pourquoi il me... Non, il a fait cumuler là. Ça se cumule par rapport à... C'est l'indice de prix. C'est bon? Oui, c'est bon. Il faut que j'enlève les pourcentages là. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux faire? Oui, les amis, vous comprenez tous? Oui, ça va. Ok. Ceux qui n'ont pas bien commencé à travailler sur le cours n'ont pas le droit à la parole. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Nadiette. Ok. On est bon là. Donc,
On sait maintenant calculer l'indice de prix. D'accord? Maintenant, aidez-moi à faire le même calcul en considérant 2015 comme année de base. Là, on a pris 2009 comme année de base. Maintenant, on veut prendre 2015 comme année de base. Donc, on va se retrouver ici. Donc là, c'est 100. D'accord? On connaît le taux d'inflation. On sera à combien là? Je vais faire comme ça. Aidez-moi, les amis. Comment j'y arrive? Marima? J'ai posé la question parce que je n'ai pas réussi à. Parce que si je fais 100 fois le 4.4, de l'autre côté, ça ne me non, donnera pas le 96. mais cette fois-ci, tu Est-ce marches à que, recul. Oui, allez-y. Oswald, pardon, Oui. est-ce que ça ne serait pas plutôt 100 moins la formule que vous avez appliquée auparavant? 100 moins, c'est-à-dire, parce qu'en fait, pour arriver au 100% de 2015, en 2014, on applique le taux d'inflation et moins ce qui nous permettrait d'arriver à 100, parce que c'est pas comme ça. Hmm. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Qui veut m'aider? En fait, c'est juste un changement d'échelle. Hein. C'est juste un changement d'échelle. Je fais ça pour voir. On est bon? Marima a compris ce que je vais faire? Non. Regarde. Pour aller de 2009 à 2015, on va avancer, n'est-ce pas? Donc, l'indice de 2010 tient compte du niveau d'inflation en 2010. D'accord? Mais on avance. OK? Et on peut progressivement atteindre ce niveau. Maintenant, on dit que c'est 2015 qui est l'année de référence maintenant. Donc, l'indice de prix en 2015 est égal à 100. D'accord? Mais il faut qu'on calcule l'indice de prix en 2014. L'indice de prix en 2013, ainsi de suite. Donc, en 2014, je prends en compte l'indice de prix, l'évolution des prix de 2014 à 2015. Voilà. Donc, au lieu de faire une multiplication, je fais une division. Ainsi de suite. D'accord? C'est bon? De J'essaie de 2009, refaire le calcul là et puis je pense oui, que ça va être bon. ça devrait être bon. Je pense qu'il est aussi possible de faire ça par règle de 3 en 2015.
C'est 100. Je vais voir. J'essaie juste, hein. C'est ce que mon intuition me dit. Parce que c'est juste un changement d'échelle. Et voilà, ça donne la même chose. D'accord? Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc voilà deux méthodes différentes pour le rebasage de l'indice de prix. Selon que c'est estimé avec 2009 comme année de base ou 2015 comme année de base. C'est clair pour tous? Tu peux revoir, s'il te plaît, le curseur sur la colonne I. Ah, la colonne OK, I. non, le 95.5, là, c'est la formule, juste que je veux voir. C'est I combien? I17 sur 1 plus I17, hein? Non, 1 plus F17. F17. Oui. Alors, le I17, c'est... I17, c'est le 100, en fait, oui, tout à fait. sur 1 plus F17. Oui, le taux d'inflation 2014 et 2015. Et je sais pas, je pensais qu'on aurait pris alors le F16. Mais vous voulez Et passer l'année de d'après, Non, l'année d'avant. vous voulez passer de 2014 à 2015, n'est-ce pas? 2015 est l'année de référence. Et dans le 100, vous incluez en fait le 4,70, n'est-ce pas? Il faut voir ça un peu comme le taux d'inflation mesuré à la fin de l'année. D'accord? Donc, vous avez le 4,70 à la fin de l'année 2015. Donc, en passant de 2014 à 2015, c'est bien le 4,70 qu'il faut utiliser. Si vous voulez mesurer le taux d'inflation, pardon, si vous voulez calculer l'indice de prix à la fin de l'année 2014. D'accord? Donc, vous êtes bien obligé de prendre en compte l'inflation au cours de l'année 2015. OK. C'est en fait Voilà. l'évolution du niveau général des prix d'une année à une autre. Exactement. Voilà. Je C'est pense bon? que pour comprendre l'évolution de cet indice-là, je pense qu'il va falloir comprendre que pour calculer, s'il s'agit simplement de voir, de corriger le PIB en valeur, en valeur par rapport au niveau général des prix pour avoir le PIB en volume. Donc, si on se situe en 2015, ça veut dire qu'on prend le prix de 2015. Donc, si on doit rétrograder pour aller en 2009, le prix de 2015 est beaucoup plus élevé que le prix, le prix du PIB en 2009. Donc, c'est ce qui explique un peu la croissance ou la décroissance de l'indice comparativement à l'année de base retenue, que ce soit en 2009 ou 2015. Bon, parce que moi, la confusion, là, je comprends, là, mais ma confusion, c'était je faisais un peu le parallèle. De l'autre côté, 2009, quand on descendait, on avait pris, on a fait l'application avec le taux d'inflation de 2010, Mariama, l'année de base 2009. Donc là, Mariama, oui. si tu considères que c'est de l'information en fin d'année, tu vas pas prendre la valeur de 2009, tu vas prendre plutôt la valeur de 2010. D'accord? Pour avancer. Mais pour reculer, tu prends la valeur de 2015. Parce que tu considères que c'est une information disponible en fin d'année. OK. C'est clair? C'est bon, merci. Voilà. Les autres collègues ont des questions? Non. Je peux stopper le partage d'écran alors.
Je vois que d'autres collègues nous ont rejoints. Jean-Martin, Lalao, Patricia. Quelles sont vos questions sur ce module 5? Si vous n'en avez pas, on pourra vous en poser. Hein? Oui, Lalao. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais poser la question, comment on peut choisir donc la bonne référence? Je ne sais pas, quand est-ce qu'on peut dire que c'est la bonne référence ou comment on choisit la bonne référence? Je ne sais pas si c'est clair. Salimata. J'oublie toujours d'ouvrir le micro. Je pense que la référence, ça dépend de vous. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise référence. Si on choisit une référence, c'est pour pouvoir comparer la grandeur par rapport à un niveau général des prix. Donc, que vous choisissez 2009 ou 2015, ça ne change pas grand-chose. Le choix vous revient, mais il n'y a pas une bonne... je pense bien, je parle sous le contrôle d'Oswald. Oui, vous allez tirer les mêmes conclusions que vous travaillez avec 2009 comme année de base, 2012 comme année de base ou 2015 comme année de base. Ici, on a juste besoin de mesurer le PIB, de regarder l'évolution du PIB en volume. Ouais. Parce que comme on sait, le PIB en valeur, justement parce qu'il est en valeur, il incorpore l'inflation. Donc, l'évolution du PIB en valeur peut être le fait de la production, mais peut être aussi le fait de l'inflation. Et on ne sait pas finalement séparer l'évolution due au fait de l'inflation de l'évolution due à celle de la production. D'où la nécessité d'aller vers un PIB en volume. Et quel que soit l'année de base, l'année de référence que vous choisissez, vous devez pouvoir aboutir aux mêmes conclusions. On recommande plus généralement dans les analyses qui sont faites, ce n'est pas avoir une année de référence trop éloignée. Si par exemple, on est en 2024 et que vous avez comme année de référence 2000, bon, c'est quand même un peu loin. En général, on va rester quelque part en 2000, peut-être 2020 ou légèrement avant. Et on permet de voir quand le PIB évolue en volume. Voilà. Alors, je vois que Jean-Martin et Yaya ont la main levée. Le premier ici, c'est Yaya. Yaya, vas-y. Merci, M. Oswald. Je voudrais comprendre la connexion qui existe entre le modèle de simulation et le cadre de dépenses à moyen terme, le CDMT. OK. OK. On va revenir sur ça tout à l'heure. D'accord? Okay. Laisse-moi répondre rapidement aux questions relatives au module et puis je te reprends sur la question. D'accord. Oui. Il y a qui? C'est Patricia numéro 2. Patricia? J'ai l'impression que Patricia s'est déconnectée. Hein. Ah, OK. On va aller vers le numéro 3 alors. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais comprendre la véritable différence entre monnaie courante et monnaie constante. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, je peux dire, utilisons régulièrement? Par exemple, je vais au marché, j'achète du pain. Va-t-on considérer qu'il s'agit là de la monnaie constante au motif qu'elle subit la pression de l'inflation? OK. Bon. Vous allez par exemple au marché et vous achetez du pain aujourd'hui. Oui. Donc, vous achetez aujourd'hui le pain à peut-être 200 francs CFA. C'est la valeur du pain en
monnaie courante. Imaginez que vous soyez justement un boulanger et vous produisez du pain. Aujourd'hui, vous produisez 20 unités de pain. Disons qu'en 2023, vous avez produit 20 unités de pain et le pain coûtait en ce moment 200 francs. D'accord? En 2024, le pain, compte tenu de l'inflation, est plus cher. D'accord? Au lieu de 200 francs, il coûte 250. Sauf que cette fois-ci, vous n'avez pas produit 20, vous avez produit quelque chose comme 15. La valeur de votre production en 2023, c'est... Est-ce qu'on peut fermer le micro, s'il vous plaît? Merci. La valeur de votre production en 2023 est de combien? 20 unités de pain à raison de 200 francs le pain. Donc, la valeur de la production en 2023 est de 4 000. On est bien d'accord? Si vous préférez, je vous partage mon écran pour que ça ne soit pas trop... C'est ça ici. Je suis là. D'accord? Donc, en 2023, votre chiffre d'affaires est de 4 000. Mais en 2024, le chiffre d'affaires est de 3 750. Disons que vous avez acheté 18. Vous avez produit 18. D'accord? Le chiffre d'affaires est de 4 500. En 2023 et 2024, quelle a été l'évolution de votre production? Est-ce que je compare 4 000 à 4 500 ou 20 à 18? Est-ce que la production a augmenté ou elle a plutôt diminué? Jean-Martin? Oui, la production a diminué, mais les coûts ont augmenté. Comment vous savez ça? Bon. Puisque 18 pains, ils vont valoir 4 500 francs, alors qu'avant, 20 pains valaient 4 000 francs. Non. Qu'est-ce que vous comparez? Vous comparez 20 et 18 ou 4 000 et 4 500? Je suis au niveau de la production, donc je crois que je compare le nombre de pains. OK, donc on va faire 18 divisé par 20 moins 1. D'accord? Oui. Ça, c'est l'évolution de la production. Regardons maintenant l'évolution. Donc, votre production s'est réduite de 10%, mais votre chiffre d'affaires a augmenté de 12,5%. D'accord? D'accord. Ici, on a le chiffre d'affaires, le PCA, en monnaie courante. Je vais appeler ça le CA courant. D'accord. D'accord? Je Oui. peux décider de calculer une forme de CA qui ne subit pas l'inflation. Ça va être le CA constant. D'accord? En 2020, c'est toujours 200 fois 20, parce que je prends 2023 comme année de base. On est d'accord? Et Oui. en 2024, ça va être la production en 2024 multipliée par le prix en 2023. D'accord? Parce qu'il a dit que le CA est constant, c'est le CA à prix constant. Ça me fait 3600. Oui, d'accord. D'accord. Alors, quelle est l'évolution
ici, de ma production, de mon CA constant, ça va être 3600 divisé par la valeur de référence, moins 1. Je trouve 10%. Donc, vous voyez que vous travaillez sur les productions ou que vous travaillez sur un indicateur, au prix de l'année de base, vos calculs seront exactement les mêmes. D'accord? D'accord. Donc, si vous Oui. voulez mesurer l'évolution de la production, vous devez travailler avec le chiffre d'affaires constant, qui est identique à travailler sur les valeurs, j'ai envie de dire nominales, Réel. réelles, enfin, les valeurs de la production elle-même. Donc, la valorisation de la D'accord. production d'une année à l'année de base permet de mesurer l'évolution réelle de l'activité économique. Maintenant, D'accord. vous voyez que ici, dans le CA constant, on n'a pas pris en compte l'inflation. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires ou bien Oui. le prix constant vous permet de mesurer l'évolution d'un indicateur, une évolution réelle, alors que le prix courant est affecté par l'inflation. Si par exemple l'inflation était beaucoup plus importante que ça, vous allez voir qu'on aurait eu, imaginez que par exemple les prix ont augmenté de 50%. On aurait eu 35% de chiffre d'affaires en plus. Eh bien, on a beaucoup travaillé cette année. Non, on n'a pas beaucoup travaillé cette année. On a juste profité de l'évolution des prix pour se faire une santé financière. Donc, on peut en fait récupérer sur les quantités ou sur les valeurs ce qu'on obtient sur les quantités comme effet. D'accord? D'accord. Voilà. C'est clair ou il y a encore des zones d'ombre? Pour le moment, c'est clair. Ok. Revenez s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Merci. Autre chose? Autre question? Mariama? Bon, je pense que je vais passer mon tour, je reviens. Je vais mieux formuler. Ok. Jean-Martin, c'est l'autre, Ok. mais où c'est la même? Jean-Martin? Ok, Mariama, allez-y. Ok, je reviens au cours, à la page 31 où on parle de sous-utilisation des enseignants. Page 31 sur le document complet du cours. Page 31, c'est ça? Oui, page 31, document complet. Ah, Donc, je reviens sur votre question juste après. Il ne faut pas que j'oublie. Page okay. 31. Oui, allez-y. Je comprends la formule, en fait, qui est là, mais c'est juste que, par exemple, là où on parle de 1 plus TR 1,33, et on arrive à la conclusion qu'un tiers de l'activité des enseignants, un tiers du budget n'est pas utilisé. Donc, j'aimerais mieux comprendre, en fait, cette notion de sous-utilisation des enseignants-là. Ok. Alors, laisse-moi regarder rapidement le contexte. On a estimé le taux de remplacement des enseignants. N'est-ce pas? Mm. Okay. Et ensuite,
On a dérivé le taux de remplacement, oui. C'est la formule qui vous pose un problème ou bien c'est l'esprit même de l'équation? Non, ce n'est pas la formule, c'est le côté qualitatif. En fait, je comprends bien si on prend par exemple le nombre, je pense, le nombre d'enseignants sur le nombre de classes. C'est comme si, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un enseignant dans chaque classe et dès qu'il y a un peu plus, on estime que le surplus est sous-utilisé? Oui. Lorsque vous êtes dans l'enseignement primaire, on s'attend à avoir un enseignant pour chaque classe, pas 3 ou 4. Si vous Mais on a avez... des enseignants qui, par exemple, font le sport ou qui font l'art plastique. Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous êtes au primaire. Est-ce qu'au primaire, vous avez plusieurs disciplines et des profs différents pour chaque discipline? Est-ce que c'est le cas au primaire? Bon, je ne vais pas généraliser alors. C'est bon. Enfin, je pense qu'au primaire, on a un enseignant pour la classe. D'accord? Oui, vas-y, vas-y. Non, c'est parce que souvent, on a quand même un enseignant qui vient pour faire ces disciplines connexes-là. Il prend plusieurs classes en même temps. Mais je comprends que je vois un peu ce que vous voulez dire. On suppose que c'est l'enseignante, par exemple, qui va faire toutes les matières, y compris l'EPS. Exactement. Okay. Maintenant, au secondaire, vous avez des groupes pédagogiques. Et chaque groupe pédagogique doit avoir un prof de maths, un prof de biologie, un prof dans les disciplines. Et pas deux profs de maths, pas deux profs de biologie, pas deux profs de physique, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, la manière dont vous estimez le niveau d'utilisation de l'enseignant au primaire, c'est la correspondance justement entre les classes, les nombres des effectifs, les nombres de classes et les nombres d'enseignants. Et c'est aussi ça qui justifie un peu le calcul du R carré dans une relation linéaire. D'accord? Moyennant le fait que on peut avoir le directeur ou bien le surveillant de l'école qui sont aussi des enseignants en général. Et c'est ça qui fait qu'on ajoute une constante à l'équation. On s'attend à ce que, dans les écoles du primaire en tout cas, la constante de cette équation ne soit pas égale à 10. Ça va vouloir dire que simplement, les écoles qui n'ont pas d'élèves ou ceux-là pour lesquels les effectifs d'élèves sont proches de 0 ont quand même 10 enseignants en leur sein. Et c'est un problème. Ça, c'est au primaire. Au secondaire, ce que vous devez prendre en compte, c'est la charge horaire du groupe pédagogique. C'est peut-être 36 heures par semaine. La charge horaire officielle des enseignants, c'est peut-être 21 heures par semaine. Quoi qu'il en soit, lorsque vous multipliez le nombre d'enseignants par la charge horaire des enseignants, vous devez être le plus proche possible dans une situation idéale. Vous devez être le plus proche possible du résultat que vous devrez avoir en multipliant le nombre de groupes pédagogiques multiplié par la charge de chaque groupe pédagogique. Donc, en bref, supposons que j'ai 30 groupes pédagogiques et que chacun des groupes doit prendre 36 heures. À l'opposé, les enseignants, ils donnent 21 heures. D'accord? Donc, si je veux avoir le nombre d'enseignants qu'il me faut, c'est 30 fois 36, c'est de ça qu'ils ont besoin. D'accord? Divisé par ceux qui peuvent donner ce dont on a besoin. Ça nous fait 52 élèves, 52 enseignants. D'accord? Ça nous fait 52 enseignants. Donc, on a besoin de 52 enseignants. Si chaque enseignant donne 21 heures de cours et que chaque groupe pédagogique doit recevoir 36 heures de cours. Maintenant, il va se trouver justement que si je prends exactement 51 enseignants, je peux me retrouver dans une situation où ça ne va pas être suffisant, lié au fait que
Il y en a qui vont décéder, il y en a qui vont partir à la retraite, il y en a qui vont subir différents types d'événements de la vie. Et on calcule de 51, il sera trop limite. D'accord? Donc, tous ces éléments-là qui peuvent expliquer qu'on ait de la déperdition dans les effectifs des enseignants, on les met sous le nom de l'attrition. Vous allez voir dans le modèle de simulation, on va vous parler du taux d'attrition. D'accord? Donc, si vous voyez ça, il faut savoir que c'est à cela que ça fait recours. C'est à cela qu'on fait allusion. On parle de taux d'attrition. Vous le verrez un peu plus tard dans le module. Maintenant, le niveau d'utilisation, il tient au fait que ce nombre d'enseignants qui a été calculé ne répond pas à la logique de l'équation entre le volume horaire à recevoir et le volume horaire à dispenser. D'accord? Entre la logique qui est entre le volume horaire à recevoir, c'est-à-dire 30 fois 36, et je dis tout ça qui est égal au volume horaire qu'il faut dispenser, 51 fois 21. Donc, vous allez voir qu'on a recruté plus qu'il ne faut. Donc, au lieu de recruter, par exemple, 51, on s'est retrouvé dans une situation où ils sont 65 dans le système. Donc, vous aurez un niveau d'utilisation qui va être faible. D'accord? Donc, ça vous l'a dit qu'à peu près 80% de l'activité est perdue. Ah, vous voyez un peu. C'est comme ça qu'il faut analyser ça. On a recruté beaucoup plus qu'il n'en faut. Donc, c'est à peu près 80%. On est à 80% d'utilisation. Donc, votre niveau d'utilisation, il va être le résultat de ce dont vous avez besoin vis-à-vis de ce que vous avez en pratique. Maintenant, le 65 peut être lié au fait que le calcul a été mal fait. Ou bien, il peut être aussi lié à l'évolution du système éducatif. Il y avait par exemple 30 groupes pédagogiques et effectivement, on a recruté 51 dans le... On a recruté les 52 qu'il faut. Mais il se trouve que malheureusement, il y a eu soit une épidémie, soit une guerre civile, on ne le souhaite pas. Et au lieu d'avoir 30 groupes pédagogiques, on a désormais 24 groupes pédagogiques. Donc, on passe à 41. Les 52 sont déjà dans le système éducatif, ce qui va nous conduire à un taux d'utilisation d'environ 80%. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ce n'est pas la politique de recrutement qui a amené la situation. C'est plutôt la trajectoire politique ou ce qui s'est passé dans le pays qui a fait que le niveau de recrutement a baissé. Donc, le niveau d'utilisation a baissé. Donc, vous voyez, votre niveau d'utilisation va dépendre de différents paramètres qui sont soit endogènes au système éducatif ou complètement exogènes au système éducatif. Dans tous les cas, lorsque les enseignants sont en surplus, n'est-ce pas, on va parler de mauvaise utilisation des enseignants. Et il faut tendre vers une rationalisation des recrutements. Par exemple, les enseignants vont aller à la retraite, mais on ne va pas les remplacer, jusqu'à ce que cet effectif-là se rapproche le plus possible des besoins en enseignants. D'accord? Mariama n'est pas convaincue. Mariama. Oui. Ça va beaucoup mieux? Oui. J'ai eu un petit problème de connexion. J'ai perdu un bout, mais bon, ça va. Bon, OK. Il est quasiment 13 heures à Dakar. On a encore 30 minutes. Oui, il y a le collègue Yaya qui demandait quelle est la connexion qu'il faut faire entre le modèle de simulation, le cas de dépenses à moyen terme. Déjà, je ne sais pas si on continue à faire les cas de dépenses à moyen terme ou si on ne fait pas plutôt maintenant des plans d'action qui sont un peu comme les cas d'action, comme les cas de dépenses à moyen terme aussi.
Et quoi qu'il en soit, lorsque vous faites un modèle de simulation, vous allez projeter des quantités, par exemple, construction de classe, par exemple, nombre d'enseignants recrutés, et ainsi de suite. Et la projection se fait sur plusieurs années. Ça peut être de 2024 à 2035, en fonction de la vision qu'on a pour le système éducatif. Dans vos cadres de dépenses à moyen terme, puisque vous savez déjà, depuis le modèle de simulation, qu'il vous faut construire 500 classes cette année, 200 l'année suivante et 400 l'année qui suit, vous mettez juste ces quantités-là dans votre plan d'action, d'accord? Et connaissant les coûts unitaires de construction des classes, vous savez combien vous devez prévoir chaque année pour la construction des classes. Donc, le modèle de simulation va alimenter en fait ces outils de planification. D'accord? Maintenant, le modèle de simulation ne va pas tout prendre en compte. Il y a par exemple des activités de nature peut-être qualitative qui ne sont pas projetées. Et en ce moment-là, vous les ajoutez à votre cadre de dépenses, mais à votre plan d'action. Et on sait que c'est des activités de nature qualitative et c'est très courant de pouvoir procéder ainsi si on veut avoir une idée relativement précise du budget exécuté, en tout cas en ce qui concerne les aspects opérationnels du système au cours d'une année. C'est clair? Oui. Quelle autre question nous avons? Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Je vais voir. Là-haut, allez-y. Il y a à côté de moi Patricia qui a un problème de micro et elle m'a dit de communiquer qu'elle n'a pas très bien compris comment on a eu elle fait revenir au constant et c'est à constant et c'est à courant. Si vous pourriez refaire l'explication. OK. Elle veut comprendre le CA courant et le CA constant. C'est ça, si je comprends bien. Oui, oui. OK. Je vais repartager mon écran. C'est bon, vous voyez bien? Oui, oui, elle va bien. OK. Donc, je disais qu'on a affaire à un boulanger qui produit 20 pains en 2023 et 18 pains en 2024. D'accord? Je vais appeler ça quantité. Et ici, prix. En 2023, le pain coûtait 200 et en 2024, le pain, il a coûté 300 francs. Donc, le prix d'achat, bien, son chiffre d'affaires, je dirais, en 2024, c'est 4 000, mais le chiffre d'affaires en 2024, c'est 5 400. Jusque-là, est-ce que ça va? Patricia? Oui, ça va. Elle a un problème de micro. Jusque-là, Elle dit ça que va. ça va, oui. D'accord. Maintenant, on veut mesurer l'évolution de la production. D'accord? Et la question que je demandais tout à l'heure était de savoir s'il faut mesurer l'évolution de la population en se basant sur les quantités produites ou sur le chiffre d'affaires. Si vous mesurez l'évolution de la production en vous basant sur les quantités, vous avez un recul dans la production de 10%. Mais si vous vous intéressez plutôt au chiffre d'affaires, vous avez une progression de 35%. D'accord? Donc, vous voyez bien que
la production réellement, elle a baissé, mais le chiffre d'affaires a augmenté de plus du tiers. Ce qui veut dire que le fait que les prix augmentent influence le chiffre d'affaires de la société, donc de la boulangerie en question. Maintenant, comment on peut mesurer autrement l'évolution de la production sans utiliser les quantités? Et je disais tout à l'heure que on va calculer un chiffre d'affaires constant, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 2024 au prix de 2023. C'est ça le chiffre d'affaires constant. La quantité en 2023, c'est 20. Le prix en 2023, c'est 200. Pas de problème. 20 fois 200, on est à 4000. D'accord? La quantité en 2024, c'est 18. Le prix en 2023, cette fois-ci, c'est 200. Donc, 18 fois 200, on est à 3600. Si je veux m'intéresser, n'est-ce pas, à l'évolution du chiffre d'affaires constant, j'ai 4000 vis-à-vis de 3600. Et je vois bien qu'il y a également ici une baisse de 10 points de pourcentage qui est exactement égale à la baisse sur les quantités. Donc, l'évolution d'une grandeur en valeur constante, d'accord, va vous renseigner sur l'évolution de la production réelle de ce qui nous intéresse. D'accord? Ici, la production de pain a baissé de 10%. En regardant le chiffre d'affaires constant, on se rend compte que le chiffre d'affaires constant a baissé de 10%. Donc, on peut regarder la situation du chiffre d'affaires constant dans le temps pour nous exprimer sur l'évolution de la production, ou on peut regarder l'évolution de la quantité directement. Les deux doivent conduire exactement aux mêmes conclusions et exactement aux mêmes indicateurs vis-à-vis de l'évolution du CA courant qui prend en compte justement l'inflation et peut induire en erreur sur la production réelle de la boulangerie. OK? OK, merci. Question? Il n'y en a plus visiblement. Alors, j'ai une question pour vous, les amis. On parle du financement, on parle des coûts du système éducatif, on parle aussi du financement du système éducatif. Comment est-ce que le système éducatif est financé, à votre avis? Comment est-ce que le système éducatif est financé? Et en particulier, comment est-ce que le sous-secteur primaire ou secondaire ou université ou EFTP est financé? Est-ce que vous pouvez décrire le mécanisme au sein des pays qui conduit au financement des sous-secteurs du système éducatif? Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui, c'est Patricia. Bonjour à toutes et à tous. En répondant aux questions de Oswald, je veux apporter un peu ce que je sais sur ces sujets. Tout d'abord, les systèmes éducatifs ont besoin de ressources. Il y a les ressources matérielles, les ressources financières et ressources humaines qui ont engendré deux coûts. Donc, par rapport à tout ça, le système, que ce soit ETFP, Éducation nationale et enseignement supérieur, doivent faire leur plan
d'action des réalisations de ces objectifs. Quand on parle de plan d'action, il devrait y avoir toutes les ressources que les ministères ont besoin pour pouvoir développer le système. Et par rapport à ça, il doit faire le plan de travail annuel et les cadres de dépenses à moyen terme expose ses besoins auprès de l'État durant les discussions budgétaires. Et quand l'enveloppe est sortie et que le ministère a besoin de 1000, alors que l'État ne peut que supporter on dirait 600, donc il devrait y avoir un gap de 400. Par rapport à ce gap de 400, peut-être que l'État ne peut pas financer tout. Donc, il y a le partenaire technique et financier qui peut aider le secteur à la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, le secteur éducatif doivent faire l'appel à la collaboration auprès de partenaires techniques et financiers pour pouvoir trouver de l'aide pour combler les gaps par rapport à ces besoins. Donc, ils doivent exposer leur plan d'action durant les conférences de partenaires et que les partenaires peuvent choisir par rapport aux activités qu'ils intéressent, qu'ils se trouvent aussi dans leur s'alignent aussi dans leur politique afin d'aider les ministères à réaliser d'atteindre ces objectifs. Je comprends, c'est tout ce que je sais. Hein. Merci. Bien, merci. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Bien, Salimata. Mon micro n'est pas, allumé, oui? Oui, c'est pas, tu veux faire un commentaire sur l'input de Patricia? Oui, oui. Je peux dire qu'il est nécessaire de pouvoir faire la distinction entre... Parce que généralement, les gens utilisent de façon interchangeable les coûts et le financement de l'éducation. Et quand on parle de financement, on parle d'où viennent les ressources qu'on injecte dans le système. Donc, ça peut être d'origine étatique, ça peut être d'origine interne, comme ça peut être d'origine externe. Et les sources de financement d'origine interne peuvent provenir de l'État, mais aussi du privé. D'origine externe également, ça peut venir des partenaires techniques et ça peut venir aussi des transferts de fonds que les émigrés font dans leur terroir, dans leur pays d'origine. Donc, on peut considérer ces éléments-là comme des sources de financement. Mais quand on parle de coût, c'est en fait ce que coûte, par exemple, quand un système éducatif se fixe des objectifs, ce que coûtent ces objectifs, ce que coûtent les moyens pour arriver à ces objectifs-là. Et ces coûts-là peuvent faire l'objet de dépenses en monnaie courante, mais ça peut faire aussi l'objet d'aspects qu'on ne peut pas monnayer. Par exemple, si on prend le coût d'une éducation, par exemple, au niveau individuel, le coût peut constituer de deux parties. Une partie qui peut faire l'objet d'échanges monétaires. Donc, par exemple, le fait de supporter des coûts au niveau individuel, hein, je ne parle pas encore au niveau public, au niveau de l'État, mais par exemple, si vous prenez au niveau individuel, un individu qui choisit d'aller faire une formation, il doit supporter des coûts de la formation, allant des coûts des manuels, des éléments pédagogiques jusqu'au transport, etc., etc. Mais aussi, il subit un autre coût qui ne fait pas l'objet
de transactions monétaires. Donc, par exemple, en choisissant d'aller faire une formation, vous renoncez au marché du travail, ce que une rémunération que vous pouvez obtenir dans le marché du travail en choisissant d'aller dans le marché du travail au lieu d'aller se former. Donc, je ne sais pas si je peux dire ça de façon grosso modo. La différence entre le financement, les financements, c'est d'où viennent les ressources injectées dans le système, alors que les coûts, c'est ce que supporte l'individu ou l'État pour dérouler ses objectifs, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le système éducatif pour l'État et au niveau individuel, en choisissant de se former, par exemple, ou d'augmenter sa formation ou de choisir d'aller à l'école au lieu d'aller sur le marché du travail. En grosso modo. Merci, Salimata. Je vois que Léonard est avec nous. Léonard, on a encore 20 minutes pour toi. Qu'est-ce que tu souhaites comprendre? Il n'y a pas que Léonard, hein? Il y a aussi d'autres collègues. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. On est là pour aider à comprendre les différents concepts du module 5. Il y a Mariam qui a levé la main. Ou bien c'est une ancienne main? Non, c'est une nouvelle main. Je me questionne en lisant, en parcourant le module, tout ça, concrètement, dans la pratique, jusqu'à quel point nos États utilisent ces outils-là. Bon, ça peut être vous ou bien d'autres personnes qui travaillent dans le ministère de l'Éducation. Moi, je travaille avec eux, je suis externe. C'est vrai que je vois des projections dans les rencontres, mais dans la pratique. Alors, pour te donner juste une idée, entre 2023 et maintenant, je pense que l'IPE, Dakar uniquement, je ne compte même pas Paris, d'accord, et peut-être aussi Buenos Aires. On a appuyé facilement plus de 5 pays dans le développement des modèles de simulation. Donc, chiffrage de politiques éducatives et traduction de ces politiques éducatives dans un plan opérationnel pour faciliter l'implémentation de différentes politiques qui sont envisagées. Donc oui, les pays sont encore très demandeurs des modèles de simulation. Et puis vous savez, au-delà, on a présenté un modèle de simulation très global ici, mais il y a des modèles de simulation vraiment spécifiques qu'on peut faire uniquement sur la question enseignante. On peut faire dans le modèle de simulation pour apprécier l'impact de la gratuité de l'éducation. On peut faire un modèle de simulation pour apprécier comment ou bien combien va coûter la généralisation, par exemple, de l'enseignement bilingue. Donc, vous voyez, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup et les pays sont très consommateurs de ce type d'outils actuellement. D'accord? J'ai une question, Oswald. Oui, c'est Patricia là-haut. C'est Patricia. OK. J'avais posé cette question sur le chat, mais je n'ai pas encore entendu la réponse. Donc, Oui. je vais le poser tout de suite. Par rapport au choix de l'année de base, est-ce qu'on ne va pas tenir compte des contextes, comme par exemple le contexte Covid qui a engendré la régression de l'économie d'un pays? C'est les contextes Covid. Nous savons tous que le contexte Covid a fait une régression au moins 3 ans après l'effet de la contexte
a engendré la régression au moins 3 ans après la situation. Donc, par rapport à ça, est-ce que si on fait l'analyse à 2022, 2020 et 2021, alors que le 2019, la période où le contexte Covid a été amplifié et que ça va engendrer la régression de l'économie et que l'inflation a augmenté, par rapport à ça, est-ce que nous ne devons pas tenir compte de cette situation par rapport au choix de l'année de base? Merci. Oui, l'année de base est nécessairement influencée par un ensemble de facteurs, comme par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une guerre qui peut arriver, qui affecte le système éducatif, mais on est là en train de parler du cadrage macroéconomique. L'année de base, oui, dépend de plusieurs facteurs. En particulier, on est intéressé à regarder l'évolution des indicateurs économiques par rapport à une année stable. Si par exemple, vous avez un choc positif à Madagascar, et subitement, il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de travaux, et le PIB, en lien avec toutes ces évolutions, il va à la hausse. D'accord? Il va brutalement à la hausse en 2024, mais en 2025, il revient rapidement à la baisse. Il reste comme ça, 2025, 26, 27, 28. Il évolue plutôt légèrement par rapport à 2025, mais il reste toujours en deçà de 2024. Si vous utilisez 2024 comme année de base, vous aurez la fausse impression que le PIB, depuis, est en recul. Mais n'est pas en recul. Il y a peut-être eu un choc ponctuel sur cette année qui a tiré les informations vers la hausse. Et au regard de ce choix qui a été fait, on n'est pas capable finalement de mesurer comme il faut l'évolution du PIB. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de prendre une année de base relativement stable et ça vous met à l'abri de ce type de perturbation-là. Mais peut-être que Salimata aussi, Salimata a levé la main. Elle veut ajouter quoi que ce soit. Oui, oui. C'est un élément que je voulais ajouter tout à l'heure en parlant un peu du choix de l'année de base. Parce que là, il faut voir, je ne sais pas, peut-être qui peut revenir là-dessus, Oswald, mais ce qu'on appelle certaines données aberrantes ou des pics qui peuvent être liés à des chocs. Et si on n'en tient pas compte, ça peut fausser les estimations qu'on fait généralement. Donc, pour le choix, effectivement, ces éléments de choc-là peuvent être retenus en termes d'éléments ou de critères pour choisir l'année de base, certainement. Si nous prenons, par exemple, le cas de la COVID-19, vous avez vu que le choc a été un choc sanitaire, mais aussi un choc économique qui a entraîné les pays quand même à des niveaux de récession jamais connus depuis la dernière guerre mondiale. Donc, vous avez vu que cela a impacté le financement de l'éducation, d'autant plus que si vous regardez toutes les sources de financement, que ce soit l'État, que ce soit l'aide publique au développement, que ce soit les ménages qui financent beaucoup le système éducatif, ils ont eu à subir les coûts de la pandémie et ça a impacté quand même le financement de l'éducation, même si au fil des années, peut-être après la COVID, il y a eu d'autres chocs qui ont eu lieu, mais après la COVID, il devait y avoir vraiment une remontée de la croissance et que ça devait entraîner une amélioration quand même du financement. Mais quand même, le financement de l'éducation a connu vraiment un coup avec cette COVID-là. Et il y a eu, par exemple, beaucoup de pays qui ont eu à faire des coupes budgétaires et ça peut impacter sur l'évolution des agrégats de façon globale. Et généralement, c'est des données sur lesquelles, généralement, il est nécessaire de faire des corrections, d'autant plus que ces chocs-là, si on n'en tient pas compte, ça peut fausser les prévisions qu'on fait pour le long terme. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci, Salimata.
Alors, Patricia, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. On a encore 10 minutes devant nous, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Mariama a levé une main, Mariama. Mariama? Oui. Une ancienne. Ah, c'est une ancienne main, mais bon, pendant que vous me donnez la parole, j'ai une question, pas liée à ce module 5, mais est-ce qu'on va recevoir les corrigés-types avant, genre bientôt, parce qu'on rentre dans les, je pense, au mois de juin, on va avoir les examens, et puis ça sera intéressant d'avoir les corrigés des différents devoirs que nous avons soumis. Là. Plus on est là le plus tôt, plus ça va nous aider. Bon, je pense que Salimata peut répondre peut-être, ou on attend ça. En fait, c'est des problèmes auxquels on bute. Si vous savez que généralement les intervenants dans la formation, c'est des enseignants. Hein? Ils ont tellement de tâches à faire. Et pour respecter normalement, notre plus grand souci, c'était de pouvoir vraiment donner les corrections à temps. Mais on court généralement après les tuteurs pour avoir les notes. Je pense que si Tessa était là, elle allait confirmer. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Mais dites-vous que c'est pas généralement les intervenants ont d'autres tâches à faire et généralement, si la programmation n'est pas faite de façon très serrée, on risque de ne pas avoir les notes à temps. Mais on va pousser moi et Tessa en course pour avoir les notes avant. Je ne sais pas maintenant. En fait, c'était ça qui suivait de près de cette situation-là, mais je peux toujours revenir en rescousse. Bon. Les notes, mais les corrigés aussi, pas les notes individuelles, mais les corrigés types. Les corrigés types aussi. Les corrigés types, je pense que Oswald, on n'envoyait pas les corrigés types? On envoie tous les corrigés types, mais on ne peut pas envoyer de corrigés types tant que le dernier étudiant n'a pas partagé son... Voilà. Il faut que les Exactement. devoirs soient rendus à temps, voilà, pour qu'on vous envoie les corrigés types. Je pensais que c'était les notes individuelles. Bon, si c'est les notes, c'est bon quand même de savoir, nous en sommes conscients. Au moins, avoir les notes avant l'examen, ça vous permettra de vous réajuster, de voir là où vous avez péché et pouvoir corriger avant les examens. C'est notre plus grand souhait, mais parfois, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux intervenants. Mais bon, on essaie toujours de pousser. Hein. Il y a Tessa qui pousse derrière tout le temps. Donc, mais on va essayer de faire des efforts quand même. Quand vous dites le corrigé type, le dernier étudiant, je prends le module 1, par exemple, qui est fermé depuis plusieurs mois. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez un peu, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe là, par rapport au délai. Le module 5, OK, mais le module 1, le module 2, le module 3. Vous n'avez pas encore reçu de corrigé type? Non, on a reçu juste celui du premier, le tout premier devoir du module 1. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être préférable qu'on discute avec Tessa pour mieux comprendre. D'accord. Il y a nécessairement une raison à ça. Et n'ayant pas tous les éléments en main, on ne peut pas apporter une réponse qui semble être juste alors qu'elle n'est pas juste, en fait. Voilà, parce que c'est qui gère ça directement. Mais on va en discuter avec Tessa. Peut-être si elle était là. Et on va discuter pour savoir quel est le problème. S'il y a des choses à faire, on le fait rapidement pour que soyez satisfaits sur cette question. Merci beaucoup. OK, Mariam. Il y a Logmo qui a levé la main. OK. Logmo. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Désolé aussi d'entendre en fond sonore les clairons, c'est en fait national de l'unité ici chez nous.
en même temps. Et cela implique naturellement tout le système et le secteur éducatif et le secteur de la formation. Alors, moi, je voudrais déjà dire que, bon, moi, je voudrais faire une petite évaluation hein, de tout ce que nous avons eu jusqu'ici. Si je peux me permettre pour ce module, enfin pour ce webinaire, déjà dire que pour le cheminement en ce qui concerne les modules 0 à 4, bon, jusque-là, ça va. Le module 5, l'activité 1, particulièrement, je l'ai trouvé un peu personnellement complexe. J'espère y arriver, comme on est qu'au début. À partir de l'activité 2, bon, je retrouvais un peu mes marques. Je me demande si ce n'est pas des soucis au niveau des questions budgétaires, si ce n'est pas un peu une sorte de complexité. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas aussi pour les autres. Je ne sais pas si je suis seul dans ce cas. Je n'ai pas suivi ce qui a été dit au début, je m'en excuse. Mais je me posais vraiment des questions s'il n'y a pas une sorte de décalage entre cette activité 1 qui me semble un peu assez complexe, qui aurait peut-être, selon moi, qui serait peut-être venue à la fin de ce module 5, et peut-être qu'on aurait commencé de manière progressive avec l'activité 2 de ce module. Peut-être ça nous aurait permis d'aller un peu de manière progressive par rapport au module 4 précédent qui justement avait les indications concernant cette activité 2. Moi, c'est un peu la remarque que je fais. J'espère que, comme on est au début du module, je pourrai m'ajuster et puis certainement poser des questions qui vont peut-être me permettre de mieux comprendre. Mais je crois que c'est d'abord la première impression, sans rentrer dans le détail, que je peux évoquer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport au modèle de simulation. J'ai eu l'occasion de participer à un mécanisme de montage de ce modèle de simulation sur le plan national. C'est vrai, on a toujours l'impression que c'est des modèles parfois importés qui arrivent chez nous. Et comment les contrer, comment arriver à ne pas avoir l'impression qu'on nous impose des modèles venus d'ailleurs, contrairement à ce qui est attendu dans le cadre national, parce que j'ai souvenance que nous en sommes justement encore à finaliser notre stratégie. Et il y a eu un premier travail sur le premier modèle. Nous sommes rendus toujours à la continuité avec un second modèle pour pouvoir mieux ajuster, pour dire en fait que est-ce que ça ne pose pas souvent des problèmes, surtout quand on ne maîtrise pas, et pour nous, les futurs analystes, surtout quand on ne maîtrise pas les principes du territoire ou alors les principes même de mécanismes de mise en place d'un modèle de simulation. Donc voilà un peu quelque chose, ce que je pourrais dire. Voilà. Ok, merci Léonard. Je vais essayer rapidement de réagir, probablement que Salimata aussi pourra dire 2 ou 3 choses. Sur la question de l'activité numéro 1 vis-à-vis de l'activité numéro 2 que tu penses qu'il faut changer. Il ne faut pas oublier que dans le module 4, on a projeté des besoins physiques. C'est différent de ce qui se passe dans le module 5. Dans le module 5, on est intéressé ici par la question du coût. Bien sûr que pour calculer les coûts, il faut connaître aussi les besoins physiques. Donc, finalement, le module 4, il alimente le module 5, dans le sens qu'on sait déjà comment faire les projections de besoins physiques. On va utiliser maintenant ces projections de besoins physiques et utiliser des coûts unitaires, justement pour calculer des coûts. Donc, coûts financiers. D'accord? Donc, ce n'est pas la même approche. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est que les questions de prix courant ou de prix constant, développement du modèle de simulation dans le temps, en général, sur une période de 10 années, ça appelle la nécessité de comprendre si on travaille à prix courant, si on travaille à prix constant. Donc, il faut bien, avant de commencer à expliquer ce que c'est que le modèle de simulation lui-même, expliquer aux gens la différence entre prix constant et prix courant. Donc, de mon point de vue, on est bien dans une situation où le module 5, il est bien structuré, de mon point de vue. Il a fait son temps, il continue de le faire. Et il faut, par contre, comprendre l'esprit pour que on puisse faire le lien entre ces différents modules-là. Sur le deuxième aspect,
de modèles de simulation importés venus d'ailleurs. Je ne sais pas trop à quoi tu fais allusion, mais je peux par contre te décrire un peu comment nous, on construit les modèles de simulation à l'IPE. On va souvent dans les pays avec un fichier Excel complètement vide. Complètement vide. On n'a pas de structure a priori, on n'a pas d'a priori sur les passerelles entre les différents niveaux du système éducatif, on ne sait rien. D'accord? Et la première chose qu'on fait, j'ai même envie de partager mon écran pour que tu comprennes un peu mieux que c'est vraiment endogène la construction d'un modèle de simulation. C'est pas ouvrir rapidement. Un appui qu'on est en train de faire actuellement en Tanzanie. Oui, en Tanzanie, ça veut dire que Ah, oui. Vous allez téléporter ce que vous avez un peu chez vous pour la Tanzanie quelque part. Pourquoi? On a l'impression qu'il y a un manque d'indépendance quelquefois. Indépendance où? Parce que le pôle Dakar va appuyer la Tanzanie, il y a un problème là? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a l'impression, parce que très souvent, les modèles de simulation, on sollicite parfois l'accompagnement de consultants et des fois, on a l'impression qu'on se retrouve un peu sur une sorte d'imposition quelque part de ce qui a été mieux expérimenté ailleurs. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je ne vois même pas ce... Laissez-moi ouvrir mes emails. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Parce que si je me rappelle bien, dans le cadre du Sénégal, avant, les ministères de l'Éducation, ils faisaient appel à un consultant externe qui le faisait, mais il le faisait avec l'appui quand même d'une équipe technique. Et maintenant, c'est au niveau des ministères, on met en place des équipes techniques qui eux-mêmes élaborent leur modèle de simulation selon leur contexte. Je pense que même s'ils font appel à un consultant externe, ils sont toujours accompagnés d'une équipe technique qui élabore, qui fixe les objectifs. Et puis, je pense qu'on ne peut pas transférer un modèle de simulation d'un pays à un autre, d'autant plus que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Si, par exemple, dans un pays, il y a un problème au niveau de la petite enfance qu'on doit régler, ce n'est pas la même chose dans un autre pays où ils ont des problèmes d'accès dans le primaire, ou dans un autre pays où ils ont des problèmes de transition ou d'achèvement dans un troisième pays. Je pense que ces questions de trucs importés là, ça c'est vraiment derrière nous. En ce moment, la méthode qui est adoptée, c'est l'implication vraiment effective du ministère de l'Éducation, qui est dans une équipe technique et qui travaille eux-mêmes dans les modèles. En fait, la méthodologie peut être la même, parce qu'un modèle de simulation, on sait comment c'est une technique, mais le contenu du modèle, c'est les techniciens du ministère qui les proposent. Merci Salimata. Et pour aller un peu dans la même direction que toi, voilà par exemple l'architecture du système éducatif de la Tanzanie avec beaucoup de flèches bizarres, comme nous on a eu beaucoup de mal à comprendre. Je ne vois pas comment je peux amener ça là au Cameroun et dire que bon, voilà le modèle de simulation du Cameroun et c'est ça qu'il faut faire. On a appuyé la Côte d'Ivoire, on a toujours commencé par la construction de la structure du système éducatif. Vous savez, le modèle de simulation, son rôle, c'est d'épouser la forme du système éducatif. En Tanzanie, vous avez deux systèmes qui sont parallèles. Il faut prendre cela en compte, n'est-ce pas, dans l'élaboration des modèles de simulation. Après, il y a des techniques de projection qui sont similaires, que le pays soit un pays européen, un pays asiatique, un pays d'où qu'ils viennent ou africain. Ça ne veut pas dire qu'on impose un modèle de simulation venu d'ailleurs, non. Mais au contraire, le modèle de simulation, il doit permettre de répondre comme il faut en fonction de la structure du système éducatif aux besoins exprimés par une équipe nationale. Et juste pour te donner un exemple, en Tanzanie, on a une équipe nationale de 27 membres. Ce n'est pas 5, ce n'est pas 6, ce n'est pas 7, c'est 27. Donc, tu vois, je ne vois pas comment on peut leur imposer quoi que ce soit en ce qui concerne l'architecture, que eux-mêmes, ils ont contribué à développer pour leur modèle de simulation. Après, dans l'analyse des résultats qui sont issus du modèle, la technique peut être la même. On regarde le même indicateur, ça parle, ça ne parle pas.
on essaie d'expliquer pourquoi il faut faire en sorte que tel indicateur soit faible, il faut faire que tel indicateur soit élevé, ainsi de suite. Ça, on ne changera rien. C'est comme lorsque vous utilisez le taux d'achèvement du primaire pour comparer les pays. Ce n'est pas nécessairement venu de France ou venu des États-Unis, mais c'est un indicateur universel qui est utilisé pour le pilotage, justement, et l'aide à la prise de décision dans le cadre de l'analyse des coûts et financement des systèmes éducatifs. Voilà un peu ce que je voulais te répondre, cher ami, en espérant que je t'ai convaincu. Sinon, on peut toujours continuer la discussion avec plaisir. Ça ne pose pas de problème. Oui, merci, Voilà, merci, je vois que merci. Oui, merci Léonard. Je vois que Merci, Mariama a encore la main levée. On a dépassé de plus de 5 minutes déjà. On prend rapidement ta question, Mariama, et puis on va arrêter le... Ah, ok, Salimata, oui. Non, financièrement, je vais essayer de la baisser. Ok, d'accord. Ok. Oui, Une Salimata. doléance on a répondu, j'étais en train de regarder les conversations. Je pense qu'on a répondu à la question de Patricia. Mais il y a Aboubakr Sidi qui demandait si on pouvait J'ai une remonter autre question, s'il te plaît. Non, les amis, je pense qu'on va arrêter, s'il vous plaît. Si c'est une question à laquelle on a déjà répondu, voilà, on va vous prier de regarder le chat, ou bien si ça prend pas longtemps, on va répondre rapidement. Sinon, envoyez les questions sur la plateforme. Je suis en réunion depuis le matin. Je ne me suis pas encore levé. Donc, c'est un peu pénible. Félicitations. Oui. Voilà. Oui. Pour le cas de la dernière, je peux parler un peu de la doléance de Aboubakar. Oui, vas-y, Salimata, s'il te Oui, plaît. c'est dans les messages. Il demandait si on pouvait remonter, si on devait faire des réunions plus tard, les vendredis, qu'on puisse décaler un peu plus haut. Parce qu'avec la prière du vendredi, certains pays commencent à 13h. Chez nous, c'est 13h30, entre 13h30 et 14h. Mais dans d'autres, c'est à partir de 13h. Donc, même si c'est enregistré et autres, peut-être certains d'entre vous veulent vraiment suivre la séance et pouvoir poser des questions, etc. Je pense qu'il va falloir, on va faire quelque chose, je pense. Même peut-être organiser les autres séances, les autres jours, sauf le vendredi. Tout à fait, je suis d'accord, Salimata. Patricia, ça te dérange d'envoyer ta question sur la plateforme? C'est la dernière. Bon, vas-y. Mais vous avez vos questions. Non, c'est une autre question. Oui, si c'est pas long, la réponse, on pourra répondre rapidement. Mais si c'est long, on va... On parle aussi de coûts et financement. Notre problème parfois, c'est que par rapport aux ressources, au financement de l'État, il y a ce qui est promis ici, la LFI, dans la loi de finances initiale, alors qu'il y a aussi la loi de finances rectificative. Quelle est la base? La loi de finances rectificative, c'est que le budget est rabaissé. Et en plus, ce qui est vraiment réel par rapport à ce qui est aux sommes payées, c'est vraiment minime. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous devons prendre en compte par rapport au calcul des coûts unitaires par élève? Merci. Alors, ce que je sais, c'est que, et ça prend beaucoup de temps parfois, on a une loi de finances initiale, on a une loi de finances rectificative, donc ça rend compte l'estimation un peu plus précise, mais il y a aussi une loi de finances finale. N'est-ce pas, Patricia? Si vous voulez faire votre... il y a la loi de finances initiale qui a été sortie le mois de janvier, alors que mois de juin, ils ont fait sortir la loi de finances rectificative. Et que souvent, les budgets sont rabaissés. Et, après, à la fin de l'année, il y a le montant payé. Le montant payé qui est la loi de finances finale. Oui. Donc, il y a la rectificative qui intervient en milieu d'année. Et puis, il y a une nouvelle loi de finances qui rend compte des budgets effectivement exécutés. C'est bien ça? Voilà, donc, si vous voulez faire vos calculs, vous utilisez les coûts effectivement, le volume effectivement exécuté.
Parce que la loi de finances initiale, c'est de grosses masses. On n'a pas encore précisé ces estimations en fonction de comment l'activité va se passer dans le pays. On ne sait pas encore. Donc, on avance ces chiffres-là. Et pour donner juste un exemple, on a fait exactement la même chose en Tanzanie. Là. On a travaillé avec une loi de finances, je veux dire, rectificative. Et une fois qu'on a fini, on a une loi de finances finale, on a tout actualisé. Donc, on a fait 2 fois le même travail. Absolument. Absolument. D'accord? Autrement, vous allez construire un modèle qui va reposer sur des chiffres qui sont nécessairement contestés. D'accord? Surtout qu'on veut accompagner en fait les gouvernements. Exactement. Donc, il faut faire avec les informations les plus à jour possibles. Voilà. Donc, mais il y a lieu de faire la distinction entre la loi des finances et la situation d'exécution du budget. Parce que la loi des finances, en fait, c'est les intentions de financement de l'État. Donc, et en cours d'année, il peut, pour des raisons ou d'autres raisons, il peut procéder à des réaménagements et qu'au niveau du financement de l'éducation, le budget peut être revu à la baisse comme à la hausse. Et ce qu'il faut retenir en termes d'intention de financement, c'est la dernière loi de finances qui a été retenue dans l'année, mais aussi qui est différent de la situation d'exécution. Parce qu'on peut avoir une loi des finances qui donne un montant pour le secteur de temps, mais la situation d'exécution, si cette situation d'exécution est de l'ordre de 60%, ça veut dire que dans l'intention de financement, c'est seulement 30% du budget, de l'intention de financement qui a été effectivement exécuté. C'est des choses différentes. Donc, c'est la situation d'exécution, ce qui a été effectivement dépensé par le système. Il y a lieu de faire cette distinction-là. Tout à fait, Salimata, je suis d'accord avec toi. Absolument. Parce qu'en effet, on pourrait ne pas exécuter tout ce qui a été prévu, mais au moins c'est engagé, quoi. Ouais, voilà. C'est bien ça ce que tu veux dire. Effectivement, parce que dans la mesure où, par exemple, le ministère de l'Éducation peut engager des investissements et que ces investissements n'ont pas pu être exécutés à temps et arrivé à la fin de l'année budgétaire, on n'a pas pu payer les fournisseurs. Donc, vous voyez que ça risque, le montant de l'argent qu'il faut payer peut risquer de tomber en fonds libres pour l'année prochaine. Donc, si vous regardez le taux d'exécution des dépenses, ça peut être inférieur à ce qui a été retenu dans la loi des finances. Tout à fait. Voilà. Donc, généralement, ça n'affecte pas beaucoup les dépenses de fonctionnement. C'est plus les dépenses d'investissement où ça pose énormément de problèmes. D'autant plus que généralement, les prévisions dans les investissements ne sont pas toujours respectées, en fait. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous. Ça a été un très, très, très long webinaire. Merci également pour la mobilisation. On était presque 20. On va continuer à se parler. Et on va organiser aussi des webinaires techniques. Je suis en train de discuter avec Tessa et Salimata aussi. Et l'autre tuteur du module Bessou, que vous allez connaître bientôt, pour organiser. On aura 3 webinaires techniques sur le module 5. Donc, on vous reviendra très rapidement avec une proposition de calendrier, en ayant bien quelque part dans un coin de la tête qu'il ne faut pas mettre ça un vendredi. Voilà. Même si on devait le faire le vendredi, on essaie de le décaler un peu plus vers peut-être 10 heures. Exactement. Parce que nous, on a les levées de corps ici souvent à l'heure ci. Voilà. Bon, ok. Donc, on évite le vendredi au plus, quoi. Donc, on choisit le vendredi au cas de force majeure. Voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bonne suite. Au revoir. Merci, bonne suite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Thank you.